Bonjour, bonsoir. Ou peut-être bon soleil, je ne sais pas. Dites-moi de quelle ville vous m'écoutez aujourd'hui. Et surtout, quelle est la température chez vous? Ici, en Normandie, l'air est froid. La brume s'épaissit. Parfait pour une histoire que vous n'oublierez pas. Les brumes d'automne rampent sur les collines de l'Occitanie comme des mains spectrales cherchant à saisir quelque chose d'invisible. Dans cette région où les légendes se mêlaient au quotidien des vivants, où chaque pierre semblait porter la mémoire d'un secret, se dressait un château que les habitants du village de Saint-Cyprien regardaient avec un mélange de crainte et de fascination. C'était l'année 1790, une époque où la Révolution grondait dans les villes, mais où, ici, dans ces terres oubliées du temps, d'autres forces bien plus anciennes dictaient encore la vie et la mort. Le château de Montservier dominait la vallée depuis des siècles. Ses tours carrées perçèrent le ciel gris comme des doigts accusateurs. Ses murs de pierre rouge sang portèrent les cicatrices de guerres oubliées. On racontait que sa construction remontait au temps des croisades, que ses fondations reposaient sur un ancien site païen où l'on pratiquait des rituels que même les prêtres refusaient de nommer. Mais ce n'était pas son histoire ancienne qui troublait les esprits en cette fin du XVIIIe siècle. C'était quelque chose de bien plus récent, de bien plus tangible. Depuis 3 ans, les marchands qui empruntaient la route du sud pour livrer leurs marchandises au château ne revenaient jamais par où ils étaient revenus. Au début, personne n'y prêta attention. Les routes étaient nombreuses, les chemins tortueux, et il semblait logique qu'un marchand prudent choisisse un itinéraire différent pour éviter les bandits qui infestèrent la région. Mais peu à peu, les familles commencèrent à s'inquiéter. Les épouses attendaient en vain le retour de leur mari. Les enfants guettaient sur le seuil des portes, un père qui ne franchissait plus jamais ses seuils. Le vieux Bertrand, qui tenait l'auberge du village, fut le premier à oser formuler ce que tous pensaient en silence. Un soir de novembre, alors que la pluie tambourinait contre les vitres et que le vent hurlait comme une meute de loups affamés, il rassembla autour de lui quelques hommes du village. Sa voix tremblait légèrement quand il prit la parole, ses mains noueuses agrippées à sa chope de vin comme à une bouée de sauvetage. « Écoutez-moi bien, mes amis. Mon neveu Pierre est parti au château il y a 6 semaines. Il devait livrer 3 tonneaux de vin du Languedoc et revenir avant la Toussaint. Sa femme est venue me voir hier, les yeux rouges de larmes et d'insomnie. Elle n'a reçu aucune nouvelle, aucune. Et avant Pierre, il y a eu Mathieu le tisserand qui devait apporter des tapisseries flamandes, puis Grégoire avec ses épices d'Orient, et combien d'autres encore. Les hommes échangèrent des regards lourds de signification. Chacun connaissait quelqu'un qui avait disparu sur cette route maudite. Le silence qui suivit les paroles de Bertrand était plus éloquent que n'importe quel discours. Seul le crépitement du feu dans l'âtre osait troubler cette atmosphère pesante. « On dit que le marquis de Montservier est devenu fou », murmura finalement Jacques, un forgeron aux bras épais comme des troncs d'arbres. « Depuis la mort de sa fille unique, il y a 4 ans, il ne sort plus du château. Personne ne l'a vu. Même le curé du village voisin, qui allait célébrer la messe dans la chapelle privée, a été congédié. Le château vit replié sur lui-même, comme une bête blessée qui se terre dans son antre. « Mais les domestiques ?» interrogea un autre homme. « Il doit bien y avoir des serviteurs, des cuisiniers, des palefreniers ?» Bertrand secoua lentement la tête. « Ils sont tous partis. Les derniers ont quitté le château il y a 2 ans. On raconte qu'ils ont fui en pleine nuit, terrorisés par ce qu'ils voyaient et entendaient. Une servante est arrivée au village de Beaumont, les cheveux devenus blancs en une seule nuit. Elle délirait, parlait de portes qui s'ouvraient toutes seules, de voix qui murmuraient dans les couloirs déserts, de taches de sang qui réapparaissaient sur les dalles, même après qu'on les eût frottées jusqu'à user la pierre. Les flammes dansaient dans la cheminée, projetant des ombres mouvantes sur les visages tendus des hommes. Dehors, le vent redoublait de violence, comme s'il cherchait à arracher le toit de l'auberge. Un chien hurla au loin, un cri plaintif qui se perdit dans la nuit. Alors qui reçoit les marchands? La question venait de Thomas, un jeune homme qui avait perdu son frère 2 mois auparavant. Sa voix portait une colère sourde, une rage contenue qui ne demandait qu'à exploser. « C'est justement là que réside le mystère », répondit Bertrand en baissant la voix, forçant les autres à se pencher vers lui pour l'entendre. Les marchands arrivent au château, les villageois les voient passer avec leurs charrettes chargées. Ils franchissent le grand portail, et puis, plus rien. Le portail se referme derrière eux comme une gueule se refermant sur sa proie. Personne ne les voit ressortir, jamais. « Ça veut être qu'il existe un autre chemin », suggéra quelqu'un sans grande conviction. « Une route secrète que nous ne connaîtrions pas.
Mais même celui qui avait émis cette hypothèse n'y croyait pas vraiment. Tous connaissaient la région comme leur poche. Il n'existait qu'une seule route menant au château, et cette route obligeait à repasser par le village pour rejoindre n'importe quelle autre destination. À moins de s'enfoncer dans les montagnes hostiles, où même les loups peinaient à survivre l'hiver, il était impossible de quitter Montservier sans être vu. « J'irai », déclara soudain Thomas en se levant. Sa chaise racla bruyamment le sol de pierre. « J'irai au château et je découvrirai ce qui est arrivé à mon frère. Ne sois pas fou », s'exclama Bertrand. « Si ce que nous soupçonnons est vrai, tu ne reviendras pas non plus. Alors nous irons ensemble, » proposa Jacques le forgeron. « Plusieurs, nous serons plus forts, et nous prendrons nos armes. » Mais au fond de leur cœur, tous savaient qu'aucune arme forgée par la main de l'homme ne pourrait les protéger contre ce qui hantait le château de Montservier, car ce qui s'y cachait n'appartenait plus vraiment au monde des vivants. Le lendemain matin, malgré les protestations de Bertrand qui les suppliait d'attendre et de réfléchir, Thomas et Jacques prirent la route du château. Ils étaient accompagnés de 2 autres hommes, Guillaume et Antoine, tous déterminés à percer le mystère qui dévorait leurs proches. Ils avaient emporté des provisions pour 3 jours, des lanternes, des cordes et surtout des armes. Des couteaux affûtés, une hache, un vieux mousquet qui avait servi pendant les guerres de religion. La route serpentait à travers des forêts denses où les chênes centenaires entrelaçaient leurs branches comme pour former une cathédrale végétale. La lumière peinait à filtrer à travers ce dôme de feuillage jaunissant. Le silence était troublant. Aucun chant d'oiseau, aucun bruissement de petit animal dans les fourrés. Juste le bruit de leurs pas sur le chemin de terre et le grincement occasionnel de leurs équipements. « C'est étrange », murmura Guillaume après 1 heure de marche. « D'habitude, ces bois grouillent de vie. On devrait entendre les corbeaux, voir les écureuils. Même les animaux savent qu'il faut éviter cet endroit, » répondit Antoine en jetant des regards nerveux autour de lui. Plus ils approchèrent du château, plus l'atmosphère devenait oppressante. L'air lui-même semblait plus épais, plus difficile à respirer. Une odeur étrange flottait, mélange de terre humide, de feuilles mortes et de quelque chose d'autre, quelque chose de douceâtre et de nauséabond que personne ne parvenait à identifier précisément. Ils atteignirent une clairière d'où l'on pouvait apercevoir le château pour la première fois. Thomas s'arrêta net et les autres l'imitèrent. Devant eux se dressait Montservier dans toute sa splendeur sinistre. Les tours semblaient encore plus hautes vues de près, les murs encore plus massifs. Mais ce qui frappa le plus les 4 hommes, ce fut l'absence totale de signes de vie. Aucune fumée ne s'élevait des cheminées, aucune lumière ne brillait aux fenêtres. Le château semblait mort, abandonné depuis des décennies, et pourtant ils savaient que c'était faux. Des marchands y entraient encore, régulièrement. « Regardez !» chuchota Jacques en pointant du doigt vers le bas. En contrebas, à quelques centaines de mètres, une charrette stationnait devant le grand portail. Un cheval était attaché à un anneau de fer fixé dans le mur. Mais de marchand, aucune trace. « Il est peut-être à l'intérieur », suggéra Antoine, mais sa voix manquait de conviction. Ils descendirent prudemment vers le château, utilisant les buissons et les rochers pour se dissimuler. Plus ils s'approchaient, plus le sentiment de malaise s'intensifiait. C'était comme si des milliers d'yeux invisibles les observaient, comme si chaque pierre du château était consciente de leur présence. Arrivés près du portail, ils examinèrent la charrette. Elle était chargée de sacs de farine et de tonneaux d'huile d'olive. Le cheval, nerveux, tirait sur sa longe en hennissant doucement. Ses yeux roulaient dans leurs orbites, montrant le blanc, signe de terreur chez ces animaux habituellement placides. « Le marchand ne peut pas être loin », dit Thomas, en caressant l'encolure du cheval pour le calmer. La charrette est encore pleine. Le grand portail était entrouvert. Une ouverture juste assez large pour qu'un homme puisse se glisser à l'intérieur. Au-delà, on ne voyait qu'une obscurité profonde, comme si la lumière du jour refusait de pénétrer dans l'enceinte du château. « On entre ?» La question de Guillaume resta suspendue dans l'air lourd. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis Thomas, serrant plus fort le manche de son couteau, fit un pas en avant. « Je n'ai pas fait tout ce chemin pour reculer maintenant. Mon frère est peut-être là-dedans, prisonnier. Ou pire, je dois savoir. » Les 4 hommes franchirent le seuil ensemble, leur corps tendus, prêts à réagir au moindre danger. Dès qu'ils furent à l'intérieur, le portail se referma derrière eux dans un grincement métallique qui leur glaça le sang. Ils se retournèrent d'un bond, mais il n'y avait personne. Le portail s'était refermé tout seul. « Par tous les saints !» murmura Antoine en faisant le signe de croix.
Il se trouvait dans une vaste cour intérieure pavée de pierres disjointes d'où jaillissaient des mauvaises herbes. Une fontaine trônait au centre, son bassin rempli d'une eau verdâtre et stagnante. Tout autour, les murs du château s'élevaient, percés de fenêtres aux volets fermés ou brisés. Certaines façades étaient couvertes de lierre qui grimpaient jusqu'au toit d'ardoise, donnant au lieu un aspect abandonné, presque romantique, si l'on oubliait l'atmosphère de menace qui imprégnait chaque centimètre de cet espace. « Hola !» cria Thomas, sa voix résonnant étrangement contre les pierres. « Y a-t-il quelqu'un » Seul l'écho lui répondit, déformant ses mots jusqu'à les rendre méconnaissables. Puis le silence retomba, encore plus pesant qu'avant. Ils avancèrent vers le corps principal du château. Une grande porte de chêne massif, remarquablement préservée, s'ouvrait sur ce qui devait être le hall principal. Jacques posa sa main sur la poignée de fer forgée. Elle était froide, bien plus froide que ne le justifiait la température automnale. Il poussa. La porte s'ouvrit sans résistance, sans même un grincement, comme si elle avait été huilée récemment. L'intérieur du château les frappa par son contraste avec l'extérieur. Là où la cour semblait abandonnée depuis des années, le hall d'entrée était propre, presque impeccable. Le sol de marbre brillait faiblement dans la lumière diffuse qui filtrait par les hautes fenêtres. Des tapisseries aux couleurs vives décoraient les murs. Un grand escalier de pierre sculptée menait aux étages supérieurs. Et surtout, des candélabres étaient allumés, leurs flammes immobiles malgré l'absence totale de courant d'air. « Quelqu'un vit ici », constata Guillaume. « Quelqu'un prend soin de cet endroit. » Mais où est-il? Jacques scrutait les ombres avec méfiance. Où sont-ils tous? Un bruit leur parvint alors, léger, presque imperceptible. Un frottement, comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd sur le sol de pierre. Cela venait de quelque part au-dessus d'eux, dans les étages. « Là-haut » chuchota Thomas en désignant l'escalier. Ils gravirent les marches lentement, chacun conscient que chaque pas les enfonçait plus profondément dans le piège. Car c'était un piège. Ils le savaient tous maintenant, avec certitude. Le château était un piège vivant, et ils venaient d'y entrer de leur plein gré. Le premier étage s'ouvrait sur un long couloir bordé de portes. Certaines étaient fermées, d'autres entr'ouvertes, laissant entrevoir des chambres plongées dans la pénombre. Le bruit s'était tu, remplacé par un silence encore plus inquiétant. Thomas s'approcha de la première porte ouverte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. C'était une chambre somptueuse, avec un grand lit à baldaquin, une armoire sculptée, des fauteuils recouverts de velours cramoisi. Tout était en ordre, comme si les occupants venaient juste de sortir pour quelques instants. Sur la table de nuit, un livre était ouvert, une paire de lunettes posée dessus. Thomas entra dans la pièce, attiré malgré lui par quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir. C'est alors qu'il le vit. Dans le miroir accroché au-dessus de la commode, quelque chose bougeait, une ombre, ou plutôt l'absence de quelque chose, une zone de ténèbres plus dense que l'obscurité naturelle. Elle se déplaçait lentement, glissant le long du mur comme une tache d'huile. Thomas se retourna brusquement, mais derrière lui, il n'y avait rien. Rien que le mur couvert de papier peint fleuri. Quand il regarda à nouveau le miroir, l'ombre avait disparu. « Thomas !» L'appel urgent de Jacques le fit sortir précipitamment de la chambre. Ses compagnons étaient rassemblés devant une autre porte, au bout du couloir. Guillaume avait le visage livide. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Sans un mot, Jacques poussa la porte. Ce qu'ils découvrirent leur coupa le souffle. C'était une pièce sans fenêtre, éclairée par des dizaines de bougies. Et sur les murs, accrochés comme des trophées de chasse, se trouvaient des vêtements. Des chemises, des gilets, des chapeaux, des capes, tous parfaitement disposés, comme dans une macabre exposition. Et tous, Thomas le réalisa avec horreur, appartenaient aux marchands disparus. « Mon Dieu !» murmura Antoine, « regardez !» Il désignait un coin de la pièce où étaient soigneusement empilés des sacs et des coffres, les marchandises. Toutes les marchandises que les marchands avaient apportées au château, le vin, les tissus, les épices, tout était là, intact, inutilisé. Mais où sont les hommes? La voix de Guillaume n'était plus qu'un filet. Thomas s'approcha des vêtements accrochés au mur. Son cœur se serra quand il reconnut la veste de son frère, celle que leur mère lui avait confectionnée pour son dernier anniversaire. Il tendit la main pour la toucher, mais se figea. La veste était tachée. Des taches sombres, brunâtres, du sang séché. « Ils les ont tués », dit-il d'une voix blanche. « Tous, ils ont tué tous les marchands. Mais pourquoi ?»
Jacques regardait autour de lui avec incompréhension. Pourquoi tuer des hommes pour prendre leurs marchandises et ensuite ne rien en faire? Quel est le sens de tout cela? Un rire résonna alors dans le couloir. Un rire aigu, presque enfantin, qui se répercutait contre les murs de pierre. Les 4 hommes se précipitèrent hors de la pièce, scrutant le couloir désert. Le rire continuait, semblant venir de partout à la fois, de nulle part en particulier. « Montrez-vous » hurla Thomas, sa peur se transformant en rage. « Lâche, montrez-vous » Le rire s'arrêta brusquement. Un silence absolu retomba. Puis, au bout du couloir, une silhouette apparut. Une petite fille, pas plus de 10 ans, vêtue d'une robe blanche immaculée. Ses cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules. Elle les regardait avec de grands yeux sombres, une expression de curiosité innocente sur son visage pâle. « Bonjour, messieurs, » dit-elle d'une voix douce. « Vous êtes venus rendre visite à papa? Il sera tellement content. Il adore recevoir des visiteurs. » Les hommes se regardèrent, désorientés. Cet enfant. Était-ce la fille du marquis? Mais on leur avait dit qu'elle était morte il y a 4 ans. « Qui es-tu » demanda Thomas en s'efforçant de garder un ton calme. « Je m'appelle Élisabeth » répondit la fillette en inclinant poliment la tête. « Élisabeth de Montservier, bienvenue dans notre demeure. » Elle fit demi-tour et commença à s'éloigner dans le couloir, sa robe blanche flottant derrière elle comme un linceul. Après quelques pas, elle se retourna, surprise de voir qu'il ne la suivait pas. « Venez, dit-elle avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Papa vous attend. Il attend toujours. » Malgré toute leur réticence, malgré la voix de la raison qui hurlait dans leur tête de fuir, de sortir de ce château maudit tant qu'il en était encore temps, les 4 hommes suivirent la fillette, car ils devaient savoir. Ils devaient comprendre ce qui était arrivé aux disparus, ce qui se cachait derrière ce mystère macabre. Élisabeth les conduisit à travers un dédale de couloirs et d'escaliers. Le château semblait bien plus grand de l'intérieur que ce que sa structure extérieure laissait supposer. Ils passèrent devant des salles aux dimensions impressionnantes, des galeries ornées de portraits dont les yeux semblaient suivre leurs mouvements, des chapelles privées où brûlaient des cierges devant des statues aux expressions terrifiantes. Finalement, ils arrivèrent devant une double porte monumentale, sculptée de scènes représentant ce qui ressemblait à un jugement dernier. La fillette s'arrêta et frappa 3 coups contre le bois massif. « Papa » appela-t-elle de sa voix de cristal. « Nous avons des invités. » Un bruit se fit entendre de l'autre côté, des pas lourds, lents, qui se rapprochaient. Puis la porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. L'homme qui se tenait dans l'embrasure avait dû être imposant autrefois. Maintenant, il n'était plus que l'ombre de lui-même, un squelette recouvert de peau, ses vêtements flottant sur son corps émacié. Ses cheveux, autrefois sans doute noirs comme ceux de sa fille, étaient devenus d'un blanc immaculé. Mais ce qui frappait le plus, c'étaient ses yeux. Des yeux qui avaient revu des choses qu'aucun être humain ne devrait voir. Des yeux qui ne reflétaient plus la moindre lueur de sanité mentale. « Ah !» dit-il d'une voix rauque et raillée. « Encore des marchands. Comme c'est aimable à vous d'être venus. Entrez, je vous en prie, entrez. » Il s'effaça pour les laisser passer. La pièce dans laquelle ils pénétrèrent était immense. Une bibliothèque dont les étagères montaient jusqu'au plafond voûté. Des milliers de livres tapissaient les murs. Au centre, une longue table était dressée, couverte d'une nappe de dentelle blanche. Des couverts en argent étincelaient à la lueur des chandeliers, et sur chaque assiette était posée une petite carte avec un nom soigneusement calligraphié. Thomas s'approcha et lut les noms. Pierre Duval, Mathieu Leblanc, Grégoire Moreau, tous les marchands disparus, et là, sur une assiette encore vide, le nom de son frère, Jean-Baptiste Renard. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix tremblait de rage et de peur mêlée. Le marquis sourit, dévoilant des dents jaunies. C'est le banquet, évidemment, le grand banquet que nous organisons chaque jour, n'est-ce pas merveilleux? Où sont-ils? Hurla Thomas. Où sont tous ces hommes? Qu'avez-vous fait d'eux? Ils sont là, répondit simplement Élisabeth en désignant la table. Ils sont tous là, avec nous, pour toujours. Et c'est à ce moment que Thomas comprit. Il comprit l'horreur absolue de ce qui se passait dans ce château. Les noms sur les assiettes n'étaient pas simplement des cartons de place. C'étaient des prisons pour les âmes des malheureux qui avaient eu le malheur de franchir le portail de Montservier. « Vous êtes fous, » murmura Jacques, « complètement fous tous les deux. »« Fous » le marquis éclata d'un rire qui ressemblait plus à un sanglot. « Peut-être.
Mais qu'auriez-vous fait à ma place? Ma fille chérie, ma douce Élisabeth, est morte il y a 4 ans, emportée par la fièvre. Je ne pouvais pas l'accepter. Je ne voulais pas vivre dans un monde sans elle. Alors j'ai cherché. J'ai cherché dans des livres interdits, j'ai consulté des grimoires que l'Église brûle depuis des siècles. Et j'ai trouvé un moyen de la ramener. Mais elle n'est pas revenue, dit Antoine d'une voix tremblante. Ce n'est pas votre fille. C'est autre chose. Elle est revenue, hurla le marquis, ses yeux injectés de sang. Elle est revenue et elle avait faim, tellement faim. Les morts ont toujours faim. Alors je la nourris. Je nourris mon enfant. Avec les âmes des marchands, compléta Thomas, horrifié. Élisabeth s'approcha de lui en sautillant, comme le ferait n'importe quelle fillette insouciante. « Ils sont si savoureux, dit-elle en souriant. Chacun a un goût différent. Certains sont amers, pleins de regrets et de peur. D'autres sont doux, remplis d'espoir et de rêves. Je les garde tous avec moi, ici, à cette table. Ils me tiennent compagnie. Monstres, cracha Guillaume. Vous êtes des monstres. » Le sourire d'Élisabeth s'élargit, révélant des dents qui semblaient trop nombreuses, trop pointues pour une bouche d'enfant. « Oh non, monsieur. Nous ne sommes pas les monstres. Nous sommes simplement une famille qui veut rester ensemble, pour toujours et à jamais. » Les 4 hommes se regardèrent. Ils savaient qu'ils devaient fuir immédiatement. Mais déjà, les portes de la bibliothèque se refermaient d'elles-mêmes. Les flammes des bougies grandissaient, projetant des ombres dansantes qui prenaient des formes impossibles. Et sur la table, 4 nouvelles assiettes apparaissaient, avec 4 nouveaux noms soigneusement calligraphiés. Thomas Renard, Jacques Ferrand, Guillaume Petit, Antoine Dubois. Non, Thomas se précipita vers la porte, mais elle était maintenant solidement fermée. Il tira de toutes ses forces, mais elle ne bougeait pas d'1 millimètre. Les autres se joignirent à lui, frappant le bois, hurlant, suppliant qu'on les laisse partir. Le marquis et sa fille les observaient calmement, presque avec ennui. « C'est toujours la même chose, » soupira le marquis. « Ils résistent tous au début, mais à la fin ils comprennent, ils acceptent. »« Jamais » hurla Jacques en se retournant, brandissant sa hache. « Nous nous battrons. » Il se rua vers le marquis, l'arme levée. Mais avant qu'il puisse l'atteindre, quelque chose le saisit. Des mains invisibles, des dizaines de mains qui sortaient du sol, des murs, du plafond, des mains spectrales, translucides, qui appartenaient aux âmes piégées dans ce château maudit. Elles l'agrippèrent, le tirèrent vers le bas. Jacques hurla, se débattit, mais en vain. Peu à peu, les mains l'entraînèrent vers le sol qui s'ouvrit comme de l'eau, l'avalant. En quelques secondes, il avait disparu. Le sol se referma, impeccablement lisse, comme si rien ne s'était passé. Sur la table, une nouvelle carte apparut sur une assiette. Jacques Ferrand. Les 3 hommes restants étaient paralysés par la terreur. Guillaume tomba à genoux, priant à haute voix, implorant Dieu de les sauver. Antoine pleurait silencieusement, toute combativité l'ayant abandonné. Seul Thomas restait debout, bien que ses jambes tremblassent. « Pourquoi » parvint-il à articuler. « Pourquoi nous? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Vous n'avez rien fait, » répondit doucement le marquis. « C'est justement là toute l'injustice, n'est-ce pas? Vous êtes simplement venus au mauvais endroit, au mauvais moment, comme tous les autres avant vous, comme tous ceux qui viendront après. Il n'y aura pas d'après, » dit Thomas d'une voix ferme. « Quand nous ne reviendrons pas, le village saura. Ils viendront avec l'armée, avec l'Église. Ils détruiront ce château pierre par pierre. » Élisabeth rit, un son cristallin et terrible. « Oh, ils viendront, oui, ils viennent toujours. Mais ils ne repartent jamais non plus. Ce château a toujours faim. Je n'ai jamais faim. Ensemble, nous sommes insatiables. » Les heures qui suivirent furent un cauchemar dont Thomas garderait le souvenir même après sa mort. Car oui, il allait mourir. Ils allaient tous mourir dans ce château, leurs âmes condamnées à servir de nourriture à la créature qui avait pris l'apparence d'une fillette innocente. Guillaume fut le suivant. Les mains spectrales revinrent, émergeant de la table elle-même, passant à travers le bois comme si c'était de la brume. Elles se refermèrent sur lui, et malgré ses prières, malgré ses supplications, elles l'entraînèrent dans les profondeurs du château. Ses cris résonnèrent longtemps dans les couloirs avant de s'éteindre dans un gargouillis atroce. Une nouvelle carte apparut sur la table. Guillaume Petit. Antoine perdit alors complètement la raison. Il se mit à rire, un rire hystérique qui alternait avec des sanglots convulsifs. Il courut vers les fenêtres de la bibliothèque et tenta de les briser, se jetant contre le verre avec son corps. Mais les vitres ne se brisaient pas. Elles absorbaient les chocs comme si elles étaient faites de caoutchouc, épuisées, ensanglantées,
Antoine s'effondra. Les mains vinrent le chercher presque tendrement, presque avec douceur, comme on porterait un enfant endormi. Antoine ne résista pas. Il se laissa emporter, un sourire étrange sur les lèvres, enfin libéré par la folie de la terreur qui le paralysait. Thomas était maintenant seul face au marquis et à la chose qui prétendait être sa fille. Il avait assisté à la disparition de ses 3 compagnons en l'espace de quelques heures. L'obscurité était tombée sur le château. Par les fenêtres, on ne voyait plus que le noir absolu de la nuit, aucune étoile, aucune lune, juste le néant. « C'est bientôt ton tour », annonça Élisabeth en s'approchant de lui. « Mais tu es spécial, Thomas, je le sens. Tu as quelque chose en toi que les autres n'avaient pas, une force, une volonté de faire. Alors laisse-moi partir, » supplia Thomas, sa fierté abandonnée face à l'horreur de la situation. « Si je suis spécial, si je suis différent, laisse-moi vivre. »« Oh non, » répondit-elle en secouant la tête, ses cheveux noirs ondulants comme des serpents. « C'est précisément parce que tu es spécial que je veux te garder. Les âmes fortes ont un goût si particulier. Elles durent plus longtemps aussi. Certaines des âmes piégées ici sont là depuis des décennies. Elles continuent de nourrir, encore et encore, leur essence se renouvelant dans la souffrance éternelle. » Le marquis s'était assis dans un grand fauteuil, observant la scène avec un détachement inquiétant. Il semblait fatigué, vidé, comme si chaque jour passé dans ce château lui arrachait un peu plus de son humanité. « Je suis désolé, » murmura-t-il soudain. « Je suis tellement désolé pour vous tous, mais je ne peux pas m'arrêter. Si j'arrête de la nourrir, elle disparaîtra, et je ne peux pas la perdre à nouveau, je ne peux tout simplement pas. »« Mais ce n'est pas votre fille, » hurla Thomas. « Regardez-la vraiment. Ce n'est qu'un démon déguisé, une abomination qui porte le visage de votre enfant morte. » Pour la première fois, une expression de doute passa sur le visage du marquis. Il regarda Élisabeth, vraiment regarda, et pendant un instant, Thomas crut voir une lueur de reconnaissance dans ses yeux. La créature le remarqua aussi. « Papa, » dit-elle d'une voix soudain plus dure, plus froide. « Ne l'écoute pas. Tu sais qui je suis. Tu m'as ramené. Nous sommes ensemble maintenant, pour toujours. Élisabeth. » Le marquis tendit une main tremblante vers elle. « Ma petite fille, qu'es-tu devenue? Qu'ai-je fait de toi ?» La créature siffla, un son qui n'avait rien d'humain. Son visage se tordit, ses traits se déformèrent pendant une fraction de seconde, révélant quelque chose d'ancien, de monstrueux, d'infiniment maléfique. Puis le masque de la fillette innocente revint en place. « Tu m'as sauvé, » dit-elle. « Tu m'as donné la vie éternelle. Ne le regrette pas maintenant, papa, pas après tout ce que nous avons fait ensemble. » Mais le doute, une fois planté, ne pouvait plus être ignoré. Le marquis se leva lentement, titubant comme un homme ivre. Il s'approcha d'une des étagères et en tira un livre ancien, aux pages jaunies, à la couverture de cuir craquelé, le grimoire qu'il avait utilisé pour le rituel. « Il y a quelque chose, » murmura-t-il en feuilletant les pages. « Quelque chose que j'avais ignoré, un avertissement. » Ses doigts tremblants s'arrêtèrent sur une page particulière. Il lut à voix haute, dans un latin hésitant que Thomas ne comprenait pas entièrement. Élisabeth poussa un cri strident. « Non, ne lis pas ça! Papa, arrête !» Mais le marquis continuait, sa voix prenant de la force à mesure qu'il lisait. Les mots semblaient résonner dans la bibliothèque, prenant vie, devenant presque tangibles. Les bougies vacillèrent. Les ombres dansèrent avec plus de frénésie. Et la créature qui se faisait appeler Élisabeth commença à changer. Sa peau pâle devint translucide, révélant un réseau de veines noires qui pulsaient sous la surface. Ses yeux s'élargirent, les iris se dilatant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que du noir. Sa bouche s'ouvrit de plus en plus large, bien au-delà de ce que permettait l'anatomie humaine, révélant des rangées de dents acérées. « Tu m'as trahi !» hurla-t-elle d'une voix qui n'était plus du tout celle d'une enfant. C'était un chœur de voix, des dizaines, des centaines de voix qui parlaient à l'unisson, les voix de toutes ces victimes piégées en elle. Après tout ce que nous avons partagé, après tous ceux que j'ai dévorés pour toi, le marquis pleurait maintenant, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues creuses. « Ma fille est vraiment morte, » dit-il dans un souffle. « Elle est morte, et je l'ai laissée partir. J'ai invité un monstre dans notre demeure. J'ai nourri ce monstre avec des âmes innocentes. Que Dieu me pardonne. Il n'y a pas de pardon pour toi. » La créature grandit, sa forme se tordant, s'étirant, remplissant la bibliothèque de sa présence monstrueuse.
Les livres tombèrent à des étagères, la table se renversa. Les cartes, avec les noms, s'éparpillèrent sur le sol. Thomas profita du chaos pour se précipiter vers la porte. Cette fois, miraculeusement, elle s'ouvrit. Il s'engouffra dans le couloir et courut sans se retourner. Derrière lui, il entendait les hurlements de la créature et les cris du marquis, puis un bruit sourd, comme quelque chose de lourd qui s'effondre. Il traversa le château en courant, descendit les escaliers 4 à 4, manqua de tomber plusieurs fois dans l'obscurité qui semblait maintenant totale. Les bougies s'étaient toutes éteintes. Il se guidait en tâtonnant contre les murs, sentant sous ses doigts la pierre froide et humide. Enfin, il atteignit le hall d'entrée. La grande porte était là, devant lui. Il se jeta dessus, la poussa de toutes ses forces. Elle résista un instant, puis s'ouvrit brusquement. L'air froid de la nuit le gifla. Il trébucha dans la cour, courut vers le portail qui, par miracle, était entr'ouvert. Il était presque arrivé à la liberté quand quelque chose le saisit par la cheville. Il s'effondra face contre terre. Se retournant, il vit une main spectrale qui s'était enroulée autour de sa jambe. Elle le tirait vers le château, lentement mais inexorablement. Thomas hurla, griffa le sol, chercha quelque chose à quoi s'accrocher. Ses doigts se refermèrent sur une pierre. Il la lança vers la main. Elle passa à travers, sans effet. D'autres mains émergèrent du sol. Elle montait le long de ses jambes, de son corps, cherchant à le maîtriser complètement. Non! Il se débattit avec l'énergie du désespoir. Je ne mourrai pas ici, je ne deviendrai pas comme eux. Alors, dans un ultime effort, il attrapa son couteau et fit quelque chose d'impensable. Il se trancha le pied. La douleur fut atroce, aveuglante, mais elle le libéra. Les mains spectrales tenaient maintenant son pied sectionné, confuse. Thomas rampa vers le portail, laissant une traînée de sang derrière lui. Il franchit le seuil. Immédiatement, les mains disparurent. Incapable de le suivre au-delà de l'enceinte du château, il continua de ramper, s'éloignant le plus possible, laissant des traces sanglantes sur le chemin. La douleur le maintenait conscient, l'empêchant de s'évanouir. Quand il jugea qu'il était assez loin, il s'autorisa à regarder en arrière. Le château de Montservier se dressait contre le ciel nocturne, et à chaque fenêtre, il vit des visages, des dizaines de visages pâles qui le regardaient. Les âmes piégées. Son frère était parmi eux, il en était certain, tous condamnés à servir de nourriture éternelle à l'abomination. Puis, au sommet de la tour la plus haute, il aperçut une silhouette, la créature. Elle était redevenue Élisabeth en apparence, mais Thomas savait maintenant ce qu'elle était vraiment. Elle leva une main et lui fit un signe d'adieu, presque amical. Puis elle disparut dans l'ombre. Thomas tourna le dos au château et commença son long voyage vers le village. Il mit 3 jours à y arriver, souffrant de fièvre, d'infection, de déshydratation. Quand il finit par s'effondrer sur la place du village, les habitants crurent d'abord qu'il était mort. Mais il respirait encore, faiblement. Bertrand l'emmena à l'auberge et fit venir le médecin. Pendant des semaines, Thomas délira parlant de mains spectrales, de fillettes mortes qui dévorèrent les âmes, de marquis fous qui nourrissaient des monstres. Les villageois pensaient que la fièvre l'avait rendu fou. Mais quand il se rétablit suffisamment pour raconter son histoire de manière cohérente, quand il montra son pied mutilé et expliqua pourquoi il avait dû faire cela, les visages autour de lui devinrent graves, car dans leur cœur, ils savaient que c'était la vérité. Trop d'hommes avaient disparu, trop de familles pleuraient leur mort. Une assemblée fut convoquée. On décida d'envoyer un message aux autorités révolutionnaires à Toulouse. Peut-être que l'armée pourrait faire quelque chose. Peut-être que ce château maudit pouvait être détruit, les âmes piégées libérées. Mais avant que le messager ne parte, un incident étrange se produisit. Au milieu de la nuit, tous les chiens du village se mirent à hurler à la mort. Les gens se réveillèrent, terrifiés. Et quand ils regardèrent par leurs fenêtres, ils virent quelque chose qui glaça leur sang. Sur la route menant au château, une procession avançait lentement. Des dizaines de silhouettes pâles, translucides, marchant d'un pas mécanique vers Montservier. C'étaient les âmes de tous ceux qui avaient péri dans le château au fil des décennies, peut-être même des siècles. Elles retournaient à leur prison, attirées par un pouvoir contre lequel elles ne pouvaient lutter. Et au milieu de la procession, bien visible dans la lumière lunaire, marchait une petite fille en robe blanche. Élisabeth. Elle tourna la tête vers le village et sourit. Puis elle continua sa marche, suivie par son cortège de damnés. Le lendemain matin, le messager partit pour Toulouse, mais il ne revint jamais.
On envoya quelqu'un d'autre. Même résultat. Puis un troisième. Tous disparurent. Thomas comprit alors la terrible vérité. Le château ne laisserait personne révéler son secret. Quiconque tenterait d'alerter le monde extérieur serait condamné. Le marquis avait peut-être été consumé par la créature qu'il avait invoquée, mais son pacte demeurait. Le château continuerait de se nourrir, génération après génération, protégé par des forces que l'homme ne pouvait comprendre ni combattre. Les années passèrent. Thomas devint un vieil homme, boitant sur sa jambe mutilée, hanté chaque nuit par les visages des morts. Il avait essayé de partir, de quitter la région, de mettre autant de distance que possible entre lui et Montservier. Mais chaque fois qu'il s'éloignait de plus de quelques lieues, il sentait quelque chose le tirer en arrière. Un lien invisible qui l'attachait à ce lieu maudit. Il comprit finalement qu'il n'échapperait jamais complètement. Une partie de son âme était restée dans ce château, la nuit où il avait assisté à l'horreur. Le château le réclamait, et un jour, il devrait y retourner. Ce jour arriva par un matin d'automne, 50 ans après sa première visite. Thomas était maintenant un homme brisé, usé par le temps et les souvenirs. Il se réveilla avec la certitude absolue qu'il devait retourner à Montservier. Ce n'était pas un choix, c'était une compulsion, un ordre qui venait de l'intérieur de lui-même. Il fit ses adieux à personne, il n'avait plus de famille, plus d'amis. Tous ceux qui l'avaient reconnu étaient morts ou avaient quitté la région. Le village lui-même avait changé. De nouvelles personnes vivaient là, ignorant l'histoire du château. Les anciens ne parlaient plus de Montservier. C'était devenu un sujet tabou, quelque chose qu'on évitait de mentionner. Comme si le simple fait d'en parler pouvait attirer son attention maléfique. Thomas prit la route familière. Ses jambes le portaient avec difficulté, mais il avançait, inexorable comme la marée. La forêt n'avait pas changé, toujours aussi dense, toujours aussi silencieuse. Les arbres semblaient le reconnaître, leurs branches se balançant dans un vent qu'il ne sentait pas. Quand il atteignit la clairière d'où l'on pouvait voir le château, il s'arrêta. Montservier se dressait toujours, immuable, défiant le temps et l'histoire. Aucune trace de décadence supplémentaire. Le château semblait exactement tel qu'il l'avait laissé un demi-siècle auparavant. Thomas descendit vers le portail. Il était ouvert, l'attendant. Il entra dans la cour. Tout était comme dans ses souvenirs les plus cauchemardesques. La fontaine stagnante, les mauvaises herbes entre les pavés. Les fenêtres aux volets fermés. La grande porte du hall s'ouvrit avant même qu'il ne l'atteigne. Il entra. Les bougies s'allumèrent une à une sur son passage, éclairant son chemin. Il monta l'escalier, ses pas résonnant dans le silence absolu. Il traversa les couloirs, passa devant la pièce où étaient accrochés les vêtements des victimes. Il y en avait tellement plus maintenant, des centaines. Finalement, il arriva devant la bibliothèque. La double porte était ouverte. Il entra. La longue table était toujours là, toujours dressée pour le banquet éternel. Et sur chaque assiette, une carte avec un nom. Il reconnut certains noms, d'autres lui étaient inconnus. Au bout de la table, une assiette vide l'attendait. Il s'approcha. Son nom était déjà inscrit sur la carte. Thomas Renard. Comme si elle avait été là depuis 50 ans, attendant patiemment qu'il vienne la réclamer. Bienvenue à la maison, Thomas. La voix venait de derrière lui. Il se retourna lentement. Élisabeth était là, exactement telle qu'il se la rappelait, pas un jour de plus. Une fillette éternelle dans sa robe blanche, immaculée. « Je savais que tu reviendrais », dit-elle en souriant. « Ils reviennent tous, tôt ou tard. Ceux qui survivent ne vivent jamais vraiment. Une partie d'eux reste ici avec moi. Et cette partie finit toujours par les ramener. » Thomas ne répondit pas. Il n'avait plus la force de lutter, plus la volonté de résister. Il était fatigué, si fatigué. 50 ans de cauchemars, de culpabilité, de peur. Peut-être que la fin serait un soulagement. « Assieds-toi », invita Élisabeth, en désignant le fauteuil près de l'assiette portant son nom. « Le banquet va bientôt commencer. » Thomas s'assit. Autour de lui, l'air commença à scintiller. Des formes apparurent, translucides, spectrales. Les âmes piégées prenaient place à la table. Son frère était là, à sa droite. Jacques, Guillaume, Antoine, tous assis, leurs yeux vides fixés sur des assiettes invisibles. « Vous voyez, » dit Élisabeth en prenant place à la tête de la table, « nous sommes une famille maintenant, une très grande famille, et nous serons ensemble pour toujours. N'est-ce pas merveilleux ?» Thomas sentit quelque chose quitter son corps. Ce n'était pas douloureux. C'était presque agréable, comme glisser dans un bain chaud après une longue journée de labeur. Sa vision devint floue.
Il vit son propre corps, toujours assis sur le fauteuil, mais vide maintenant. Juste une coquille. Son âme flottait au-dessus de la table. Il pouvait voir tous les autres, des centaines d'âmes, peut-être des milliers, toutes piégées dans cette salle, toutes liées à la créature qui les dévorait lentement, savourant leur essence pour l'éternité. Et alors que sa conscience commençait à se dissoudre, à fusionner avec les autres dans un cœur silencieux de désespoir, Thomas comprit la véritable horreur de Montservier. Ce n'était pas seulement un lieu où les gens mouraient, c'était un lieu où ils ne mourraient jamais vraiment, où leurs âmes restaient conscientes, emprisonnées, se faisant dévorer encore et encore, leur agonie renouvelée à chaque instant. Le château vivrait toujours, il se nourrirait toujours, et les marchands continueraient de venir, attirés par des promesses de commerce lucratif, ne sachant pas qu'ils franchissaient le seuil de leur propre enfer personnel. Dans le village de Saint-Cyprien, les gens apprirent à vivre avec le château maudit. Ils cessèrent d'en parler, cessèrent même d'y penser. C'était plus facile ainsi, plus sûr, car ceux qui pensaient trop à Montservier avaient la fâcheuse habitude de finir par y aller. Les années devinrent des décennies. Les décennies devinrent des siècles. Le monde changea autour du château. La révolution passa, l'empire s'éleva et tomba. Les royautés furent restaurées puis abolies à nouveau. Les guerres ravagèrent le pays, mais Montservier demeurait immuable, éternel. De temps en temps, un voyageur imprudent prenait la route menant au château. Peut-être un marchand cherchant un raccourci, peut-être un aventurier en quête de légende, peut-être simplement quelqu'un qui s'était perdu. Le portail s'ouvrait toujours, la créature attendait toujours, et la table dans la bibliothèque avait toujours de la place pour un nom de plus. Car le château où les marchands entraient mais ne sortaient pas n'était pas simplement un lieu sur une carte, c'était une plaie dans le tissu de la réalité, un endroit où les lois naturelles ne s'appliquaient plus, où la mort elle-même avait été pervertie en quelque chose de bien pire. Et quelque part dans les profondeurs de cette abomination, les âmes continuaient de hurler, des hurlements que personne ne pouvait entendre, des hurlements qui dureraient jusqu'à la fin des temps. Élisabeth veillait sur son domaine, éternellement jeune, éternellement affamée. Elle n'était plus la fille du marquis depuis longtemps. Elle était devenue quelque chose de bien plus ancien, de bien plus terrible. Une entité qui avait attendu pendant des siècles l'occasion de prendre forme dans notre monde, et qui avait trouvé cette occasion dans le désespoir d'un père endeuillé. Le marquis lui-même était quelque part dans le château, son âme aussi piégée que celle de ses victimes. Peut-être souffrait-il plus que les autres, conscient de sa culpabilité, de son rôle dans la création de ce cauchemar. Ou peut-être avait-il été consumé si complètement qu'il ne restait plus rien de l'homme qu'il avait été. Dans les villages environnants, de nouvelles générations naissaient et mouraient, ignorant totalement l'histoire du château. Mais parfois, la nuit, quand le vent soufflait d'une certaine manière, on pouvait entendre quelque chose, un murmure porté par l'air, des voix qui semblaient dire « N'allez pas au château, n'y allez jamais ». Mais personne n'écoutait, personne ne comprenait. Et le château continuait de se nourrir, patient, éternel, attendant la prochaine âme qui franchirait son seuil maudit, car il y aurait toujours une prochaine fois, il y avait toujours quelqu'un d'assez curieux, d'assez désespéré, ou simplement d'assez malchanceux pour prendre cette route. Et quand ils entraient, quand le portail se refermait derrière eux, ils comprenaient enfin, mais il était déjà trop tard. Il était toujours trop tard à Montservier. Le château demeure encore aujourd'hui, quelque part dans les collines oubliées de l'Occitanie. Peut-être existe-t-il encore, peut-être attend-il encore. Si vous voyagez dans cette région et que vous apercevez un vieux château aux tours carrées, aux murs de pierre rouge, n'y entrez pas, n'approchez même pas. Car certaines portes, une fois franchies, ne peuvent jamais être repassées. Et certains lieux sont maudits pour l'éternité, portant en eux une faim qui ne peut jamais être rassasiée. Le château où les marchands entraient, mais ne sortaient pas, n'est pas qu'une légende. C'est un avertissement que nous devrions tous écouter. Mais nous ne le ferons pas. Nous ne le faisons jamais, et c'est précisément pour cela que le château continue d'exister, que la créature continue de se nourrir, que les âmes continuent de hurler dans un silence éternel. Telle est l'histoire de Montservier. Une histoire qui n'a pas de fin, qui ne peut pas avoir de fin. Car comment peut-on terminer quelque chose qui est devenu éternel? Comment peut-on mettre un point final à une horreur qui transcende le temps lui-même? On ne peut pas. On ne pourra jamais.
Et c'est peut-être la plus grande terreur de toutes. Non pas l'horreur de ce qui s'est passé, mais l'horreur de savoir que cela se passe encore, en ce moment même, et que cela continuera de se passer jusqu'à ce que le monde lui-même ne soit plus. Dans l'obscurité de la bibliothèque maudite, Élisabeth sourit. Elle a tout le temps du monde. Et bientôt, très bientôt, quelqu'un d'autre prendra la route menant à son château. Quelqu'un d'autre franchira le portail. Quelqu'un d'autre viendra alimenter le banquet éternel. Le château attend. Il attend toujours. Et il attendra toujours.